Alors Marie-Ange, tu es née à Nieuport. Qu'est-ce qui t'a amené à Bruxelles? Peux-tu nous expliquer ton parcours? Bon, je suis née à Nieuport, moi je n'ai jamais vécu à Nieuport. Mhm. Donc j'ai grandi à la côte belge à La Palme. Oui. Et on était assises à la maison, mes parents m'ont d'abord mis dans un pensionnat, Oui. les Dames de Saint-André à Ostende. Et à l'âge de 14 ans, je ne voulais plus poursuivre mes études secondaires normales. Mhm. Et je voulais soit être architecte intérieur ou bien je voulais être restaurateur de tableaux. Ah oui. Alors mes parents m'ont changé d'école et je suis arrivée à Bruges à l'école, Oui. dans une école très austère, très sévère, très catholique, mais pas catholique dans le bon sens, parce que les sœurs là-bas, donc d'une part, donc je sortais d'une école religieuse, les Dames de Saint-André, là on recevait quand même une certaine culture, on nous apprenait à lire, aller au musée, donc il y avait quand même une notion intéressante qu'on voulait donner aux étudiantes. Et là à Bruges c'était tout à fait le contraire. Donc j'allais dans une école d'art et là on était complètement brimés. J'étais souvent punie parce que j'osais regarder les gens, je ne faisais jamais rien de contraire. Et en fait je réfléchis beaucoup à cette période de ma vie parce que c'était quand même 5 années qui m'ont fortement influencée, mais au niveau négatif. Les sœurs ont vraiment voulu me casser et me brimer. Et le sujet que je traite aujourd'hui, ce sont donc tous des gens malades, fragiles, et qui ont peut-être aussi eu leur histoire et qui sont devenus tels quels. Puis après le régionat d'art plastique, je voulais être restaurateur de tableaux. Et je ne voulais plus du tout aller dans une école catholique. Je ne voulais pas aller à Saint-Luc à Gand, parce que j'en avais eu assez. Donc mon père m'a quand même admis que j'aille à l'académie à Gand, parce qu'il y avait une section de restauration après les 4 années de peinture. Donc c'est le hasard qui m'a amené donc, à faire la peinture. J'ai fait 4 ans de peinture au Beaux-Arts à Gand, j'ai appris énormément. Parce qu'au départ c'était dans le but de faire la restauration. C'était dans le but, je voulais être restaurateur, je ne voulais pas être peintre. Et donc j'ai eu 4 années formidables, on s'en faisait bien. J'ai beaucoup appris, j'ai appris à vivre à Gand. Oui. C'était donc l'inverse de l'école chrétienne d'où je sortais. D'où tu venais, oui. Oui. Et on m'a appris le dessin, qui est encore toujours très très important Dans ton travail, oui. aujourd'hui. Et puis je commençais aussi déjà à faire des expériences dans mon atelier que j'avais à l'époque. C'était une chambre d'étudiant, mais j'avais une salle de bain-cuisine. Et un jour, je voulais travailler avec des cires. Oui. Et j'ai mis le feu à mon cote. Mais bon, le cote n'a pas brûlé entièrement. Avec le plafond qui détruit, c'est tout. Et la dame ne m'a pas pris ça de mauvaise part. Elle m'a même donné des fraises pour que je m'en remette de l'histoire. Et je suis restée. Donc tu as rencontré une certaine humanité. Oui. Et puis après ça, je ne voulais plus continuer mes études de restauration à Gand parce que je m'étais renseignée et on m'avait dit donc qu'à Bruxelles, le niveau était beaucoup plus élevé qu'à Gand. Oui. Et je suis partie à la Cambre. À la Cambre, oui. Oui. Et là, j'ai fait mon examen d'entrée et dès le début, on a dit que j'étais pas vraiment formée pour être restaurateur, mais que j'étais peintre. Et là, j'ai rencontré Serge Van der Kam qui me disait que c'était en fait triste de suivre la restauration quand on était peintre. Alors je lui expliquais que je voulais vraiment connaître les techniques. Et ils m'ont quand même admis. Mais pendant ces 5 années que j'étais là, parce que j'ai eu mon papier à la fin, ça a quand même chaque fois été, bon pas une lutte, mais il y a quand même eu assez bien une tension entre les professeurs et moi, parce que j'étais peintre et j'exposais déjà à l'époque aussi. C'est ça, et la restauration implique quelque chose de très discipliné, empêche quelque part la liberté et l'initiative, non? Donc quand on est restaurateur, il faut se soumettre à une œuvre d'art, il faut la respecter à 100%, sinon il ne faut pas être restaurateur. Et c'est ça qui me prenait le souffle. Bon, c'était bien à l'école, j'ai pu faire ça pendant 5-6 ans, mais c'était pas pour continuer dans ma vie entière. Très bien. Mais j'étais très heureuse de suivre cette formation parce que j'ai quand même eu un tout autre regard envers la peinture que quand on sort de l'académie. En plus, j'avais suivi des cours aux Beaux-Arts à Gand.
Et donc j'entrais donc dans un autre univers, donc c'était une école francophone, donc Oui. il y avait aussi cette dualité. Il y avait un contraste par rapport à l'académie de Gand. Oui, donc à l'académie, les gens, on avait une grande liberté, mais les Flamands sont germains, sont beaucoup plus Oui. stricts, rigides, Plus discipliné. plus disciplinés, se soumettent à des règles. Et donc à Bruxelles, tout était différent. Il y avait une plus grande joie de vivre, je pense. Les gens sont Chaque expérience était enrichissante en fait, oui, d'un certain point de vue. Et aussi au niveau d'art contemporain, donc à l'Académie à Gand, c'était tout ce qu'on nous montrait comme lignée, donc c'était très, très germanique. Et donc à Bruxelles, c'était différent, donc mon éventail devenait de plus en plus grand. Donc j'avais d'une part donc l'histoire de l'art donc ancienne, et puis une histoire donc contemporaine qui nous apportait autre chose. Donc j'ai eu cours de Jean-Pierre Van Tighem, qui m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a donc fait découvrir l'œuvre de James Lee Byers, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était un grand monsieur, ce James Lee Byers. Très bien. Ok, donc une fois ta formation terminée, tu commences, on va dire, ta vraie vie d'artiste. Donc j'aimerais savoir quels étaient les premiers thèmes que tu as abordés dans ton œuvre. En fait, ma vraie vie d'artiste a commencé quand je suis allée à Gand. Parce que là, donc on entrait en première année et on était tout à fait libre. C'était une recherche qu'on devait faire sur nous-mêmes. Et donc on envisageait donc de peindre des natures mortes, mais pas des natures mortes classiques. Donc on devait déjà la création était déjà là. Oui, on devait déjà interpréter la nature morte. Et à côté de cela, j'ai toujours dessiné le modèle. On avait très très peu de dessins à l'époque. Et chaque soir, j'allais déjà dessiner le modèle. Et après la première année, je me suis réalisée en fait que je me sentais plus attirée vers le corps masculin que féminin. Et pendant toute cette période d'académie, j'ai toujours travaillé le corps masculin en dessin. Donc en peinture, je faisais d'autres choses. J'interprétais tout le temps des natures mortes qui ça devenait des abstractions. Et puis quand je suis allée à la Cambre, donc j'avais d'une part donc cette formation donc de restaurateur que je suivais. Et donc j'étais peintre et le fait que je suivais la restauration, j'avais comme un manque de ne plus pouvoir créer. Et donc le soir je rentrais et je commençais à créer. Et à la fin de l'académie, j'avais déjà commencé à peindre des hommes, mais des hommes assez fragiles. Et tout à fait par hasard, j'avais donc une fois créé une image. J'avais laissé tomber mon pinceau. Et c'était donc un homme avec un symbole phallique, donc un homme en érection. Et j'avais été un peu surprise de moi-même parce que c'était pas ça le but. Puis j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et puis là, j'ai commencé à dessiner donc le corps masculin. Donc j'ai chaque fois donc peint des hommes donc avec des immenses érections, parce que donc je suis une femme et donc là je sais que donc les symboles phalliques c'est à chaque fois le symbole de la puissance, mais quand on est une femme c'est juste l'inverse, c'est en fait cette impuissance qu'on a envers ça. Une sorte de soumission. Une sorte de soumission. Ouais. Et puis donc ça a évolué. Et c'est un thème qu'on peut retrouver également dans tes œuvres actuelles qui revient. Ça revient donc après donc toute cette période donc où j'ai traité énormément donc où j'analysais donc les formes phalliques dans mon travail. J'ai donc découvert aussi qu'il y avait autre chose dans le corps humain. Et en trouvant des livres avec des personnages donc très fragiles, ça m'a inspiré pour faire autre chose que chaque fois le corps humain dans toute sa impuissance. Et j'ai commencé à travailler l'impuissance. La faiblesse. La faiblesse. Alors en fait, c'est la suite logique du travail. Ce n'est pas... C'est d'aller à un extrême, quelque part peut-être à un autre ou... Non, c'est une suite logique. Maintenant, je traite en fait la suite de l'impuissance. C'est ça. Tu parles donc de symboles phalliques, donc une préoccupation sur la puissance masculine.
Également, on remarque dans tes œuvres que tu emploies également beaucoup la broderie. Oui. Donc, est-ce qu'on peut assimiler la broderie plus à un travail féminin? Donc les jeunes filles, en tout cas à mon époque, on apprenait à faire de la couture, on devait faire des points de crâne, et puis on apprenait à piquer à la machine, on devait faire des jupons de nuit et toutes des choses pareilles. Et puis à Bruges, là dans cette école de sœurs, on m'a appris à faire de la broderie plus poussée. Oui. On m'a même appris à faire de la dentelle de Bruges et toutes sortes. Oui. Bon, j'ai retenu ça. Et c'est en fait que maintenant que je commence à réutiliser la broderie parce que les femmes, le seul mot d'expression que les femmes avaient, c'était la broderie. Oui. Et moi, je trouve que c'est intéressant en fait d'assimiler les deux, en fait, le dessin et la broderie. Et donc, je récupère d'anciens papiers et donc c'est facile à broder sur c'est ça, et la broderie, tu l'utilises un peu comme un crayon, si on veut. C'est pas une broderie très régulière, des formes géométriques, tu l'emploies vraiment comme... Non, pas du tout. Je l'utilise, pour moi, c'est mon crayon. C'est ça, voilà, de façon très spontanée, très libre. Et... Au contraire, comme pour symboliser, c'est de la broderie, mais on s'échappe quelque part du côté discipliné et du point de croix classique. Tout à fait. Tu parlais également des vieux papiers, c'est également quelque chose qui est récurrent dans ton œuvre, l'utilisation du papier récupéré. C'est en fait les dernières années, donc comme j'ai récupéré les images en fait des malades que je trouve dans des livres, parce que donc, je me suis inspirée surtout pour cette exposition que je vais avoir maintenant, des malades, des néphroses, donc entre 1920 et 1940. Parce que quand on observe ces livres, on voit que les gens sont traités comme des betterares, des animaux. Et on parle de personnes X, on parle de Charlotte. En fait, ce n'est pas l'être humain qu'on représente, c'est un objet. C'est ça, comme un phénomène, comme le sera un phénomène de foire en fait. Et donc le fait qu'on regarde ces images, j'ai aussi eu envie d'utiliser des anciens papiers de cette époque. Et donc j'ai commencé à chercher des vieux papiers de soie qui sont très très fragiles. Et le thème et le support sont très très similaires. C'est ça, donc le support est fragile par définition et le sujet est également fragile. D'accord. Alors j'ai commencé à faire des boîtes également, parce que je trouve que chaque être humain a un peu ses symboles. Donc il y a donc un malade qui est dans une des boîtes avec un avion. Moi, c'est l'envol. Une personne qui veut s'envoler, qui veut sortir de l'asile psychiatrique dans lequel il est. Donc l'assemblage n'est pas fait par hasard, il y a chaque fois il y a un symbolisme à rechercher à chaque fois. Et qui est facile à comprendre. Donc tu récupères parfois des yeux quelque part, souvent des yeux en verre pour quelque part redonner peut-être la vue. Je n'utilise que des yeux en verre parce que je n'aime pas tout ce qui est plastique. C'est ça. Parce que j'aime bien utiliser des matériaux nobles. Qui ont une authenticité en fait et qui échappent quelque part à la société industrielle. À peu près, oui. À peu près, d'accord. Voilà, donc tu nous as parlé de la broderie, des papiers récupérés. J'aimerais qu'on parle maintenant de la technique, des techniques que tu utilises. En fait, j'utilise plusieurs techniques. Mais ce que j'aime bien en fait quand j'écris, c'est d'utiliser donc les produits de base. J'aime bien travailler avec des pigments. Et j'aime bien aussi de manipuler mes pigments. Tu les élabores toi-même? Oui, donc j'achète les pigments. Donc il y a un très bon magasin ici dans mon quartier parce que je vis... bon, c'est important aussi de savoir que je vis au centre-ville de Bruxelles. Voilà, au Béguinage. Au Béguinage, et je vais toujours chercher mes pigments au Lyon. Et d'autre part, donc, j'ai donc eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'apprend encore à faire des recherches sur les pigments. Il y a donc Bob Hayes qui m'a appris à faire des précipitations du bois de Brésil. Et là, je rate mes précipitations pour faire des pigments en forme dure. Et j'en fais des liquides. C'est ça. Parce qu'à la base, la précipitation, c'est la consolidation quelque part du pigment. Oui, c'est en fait, quand on a du bois de Brésil, c'est du bois, du bois, il faut sortir la couleur. C'est ça.
Et c'est une très très belle couleur rouge-brune qu'on voit dans mon travail. Oui. Et on doit rejeter des produits chimiques. Et je rate, je le fais exprès. Donc si on regarde mes dessins, il y a comme ça des traces blanches, mais c'est voulu. Oui. C'est donc un produit chimique qui fait ça, j'ai mal mélangé. Et j'utilisais beaucoup de détrempe à l'œuf. Oui. Mais je le fais mal aussi, donc je prends les recettes de base. Normalement, il faut mouiller les pigments pour avoir une bonne adhésion. Oui. Et je ne mouille pas mes pigments. J'aime bien les avoir à l'état pur. Donc ça apporte encore une plus grande matité parce que les pigments ne sont pas très bien liés avec le blanc d'œuf ou le jaune d'œuf. Et puis dans mes toiles, j'utilise une ancienne technique que les primitifs flamands ont utilisée. D'une part, les primitifs flamands utilisaient, donc peignaient sur des panneaux, et d'autre part, ils peignaient sur des toiles. Ils travaillaient donc avec des colles animales sur des toiles, mais il y en a très très peu conservées. Il y en a une au musée de Bruxelles. Oui. Est-ce que quelque part la formation à la Cambre a quelque part jeté les bases de cet intérêt pour l'élaboration manuelle de tout à fait, pigments? C'est une des raisons pourquoi je suis allée à la Cambre, c'était pour apprendre toutes les techniques, pour avoir une plus grande liberté d'expression dans mon travail. Également pour quelque chose de peut-être beaucoup plus authentique aussi. Je trouve que quand on fait ses produits soi-même, les matériaux qu'on utilise, on a le choix d'utiliser des matériaux nobles, et c'est plus évident de créer des choses plus authentiques. Et la couleur, c'est ma couleur, c'est moi qui décide, c'est pas l'une ou l'autre marque qui décide comment ça va être. Je fais des mélanges de pigments quand je fais mes aquarelles. C'est ça, donc tu as vraiment une liberté qui est beaucoup plus forte. Et donc les couleurs dans mon travail, ce sont mes couleurs. Donc je ne suis pas, quand je fais les mélanges à la base, je ne suis pas obligée de mélanger les couleurs quand je travaille. D'accord. D'où alors cet intérêt pour les techniques des primitifs flamands. On a vraiment le côté presque atelier, laboratoire dans la création des œuvres. Oui. Alors dans cette exploration des techniques, tu as également abordé la gravure. Oui. Donc j'ai commencé la gravure en cours du soir. Oui. Parce que tout ce côté... donc là on est à Bruxelles en fait. C'est une facette récente également. Non, en fait j'ai commencé la gravure déjà il y a quand j'étudiais encore à Bruxelles. Oui. Parce que quand j'étudiais à Bruxelles, j'ai fait la navette entre Gand et Bruxelles pendant 2 ans. Oui. Et le soir j'allais en cours du soir pour faire la gravure. Donc c'est à Gand qu'il y a vraiment cet atelier spécialisé en gravure. C'est tout à fait par hasard que j'ai commencé à faire la gravure. Il y a une amie à moi qui avait gagné un grand concours de gravure. Oui. Et elle pouvait se faire accompagner par quelqu'un. Et j'ai été invitée dans le centre Frans Passeril à Casterlee. Oui. Et là j'ai tout de suite dû faire de la gravure et ça m'a tellement plu que par après je me suis perfectionnée en cours du soir. D'accord. Et puis j'ai fait un peu de gravure en cours du soir à Bruxelles. Mais vu les turbulences dans cet atelier, j'ai arrêté. Et maintenant je travaille à Gand, j'ai recommencé à faire de la gravure, mais ça fait vraiment partie de mon travail. C'est ça. Parce que j'aime bien cet aspect de reproduction dans la gravure, et aussi on est limité dans la gravure, et ça m'apporte autre chose. Donc le fait qu'on se limite... La contrainte en fait te permet d'exploiter autre chose. Oui. On pourrait prendre par exemple une série d'œuvres qui est exposée donc, à l'espace Art 22, cette série d'œuvres où tu combines donc, la gravure qui est donc brodée et à laquelle tu associes également donc, la plaque en verre avec une impression donc, qui fait encore appel sans doute à une technique plus contemporaine. C'est une technique tout à fait particulière. Donc j'ai trouvé donc, dans les livres une série qui s'intitulait Charlotte. Oui. Et je voulais faire quelque chose avec cette série de photos. Oui. Donc je l'ai manipulée, je l'ai mis sur des plaques en cuivre. Oui. Et j'ai commencé à broder Charlotte. Et puis je trouvais qu'il y avait quand même un aspect assez plat. Et puis j'ai eu l'idée de les mettre en profondeur. Et j'ai donc fait des films de Charlotte brodée que j'ai collé sur la face d'une vitre, et de l'autre côté, le côté brodé, donc je l'ai aussi collé contre la vitre. Alors il y a
comme une sorte de trois-dimensionnalité dans le travail. J'ai inversé les films aussi. Donc, parfois il y a deux Charlottes. Oui. J'ai mélangé les Charlottes l'un dans l'autre. Parfois ils bougent. Donc on pourrait penser que c'est presque tridimensionnel ou c'est un mouvement tridimensionnel. qui vient, oui. Il y a un mouvement d'une part, Oui. et puis la trois-dimensionnalité, parce que c'est collé sur une vitre de 6 mm. C'est ça. Et donc, pour créer donc le film, là, tu as recours à l'ordinateur ou à une technique informatique Ça, c'est encore autre chose. Oui. Donc on vit dans l'époque de l'ordinateur, et moi qui m'occupe toujours des anciennes techniques, je trouve qu'il faut chaque fois se remettre en question. Oui. Donc, C'est important, c'est une forme d'humilité. Oui. J'ai acheté un ordinateur, Oui. je n'ai jamais voulu taper à la machine, j'apprends à taper à la machine, et j'apprends aussi à faire le Photoshop. Oui. Alors je scanne des anciennes images, donc des malades, Oui. et je prends mes dessins que j'ai faits d'après les malades, et je commence à les mélanger l'un dans l'autre. Et donc là, je peux aussi faire des mélanges d'une personne puis d'une autre. Une nouvelle liberté, en fait, oui. Oui, une nouvelle liberté, oui. Mais digitale, voilà. sans matière. Très bien. Alors, en 1996, tu es lauréate du prix d'Ostende. Raconte-nous un petit peu cette expérience. En fait, c'est une expérience intéressante parce que je peignais toujours des petits formats. Oui. Et donc j'avais terminé la cambre, et j'avais envie une fois de voir où j'en étais. Je me dis, si je participe à un prix, peut-être que je serai sélectionnée. Donc j'ai commencé à faire des projets, puis j'ai décidé de faire 3 grands formats de 2,80 m sur 2 mètres. Oui. J'avais un grand atelier à l'époque, et j'ai travaillé pendant 6 mois à ces 3 pièces. J'ai remis les pièces, et puis le hasard fut que j'ai gagné 2 prix. Oui, 2 prix. 2 prix, oui. Voilà. Et ce qui m'a fait plus plaisir, c'est que bon, dans le jury, donc il y avait des gens intéressants. Il y a une personne qui m'a fort touchée, qui était dans le jury, c'était Freddy Devray. Et à partir de ce moment-là, donc on a discuté de mon travail, petit à petit. Donc Freddy est son critique d'art, mais pour moi c'était plus un poète qu'un critique, parce que j'avais déjà lu ses poèmes et ses livres. Et petit à petit, donc on a commencé à discuter, on a même fait un livre ensemble. Et lui, il m'a écrit énormément de lettres. Mais c'était tellement des lettres compliquées, j'ai jamais répondu aux lettres. J'ai toute une boîte de lettres. Et malheureusement, donc, il y a eu un échange intéressant à ce moment-là. Oui. Et donc il m'a beaucoup aidé donc, au niveau donc artistique. Donc, c'est quelqu'un qui a été touché en fait par la sensibilité de ton travail. Oui. Donc il m'expliquait aussi que je ne faisais pas partie en fait du mouvement de l'art qui se passe aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas je n'ai pas envie de suivre des modes, parce que si je suis des modes, c'est comme me trahir moi-même. Oui, tu perdrais ton identité. Oui, et je fais mon travail tel quel. Ce qui est ta richesse en fait. C'est ce que toi tu dis. Oui. Donc j'ai connu une autre personne donc, qui m'a aussi aidé beaucoup à découvrir moi-même. C'est donc Nicky Hendrix. Oui. Donc je l'ai connu quand j'étais au Beaux-Arts à Gand. Donc il est photographe. Il est photographe, il vivait également à La Panne, donc on avait vécu un peu les mêmes choses, on avait les mêmes copains et tout, et on s'est liés d'amitié. Et lui, il m'a regardé, lui, il m'a appris à regarder la photographie. Il m'a aussi toujours poussé pour que je fasse mon travail tel quel et pas en suivant les modes. Oui, ou des clichés. Ou des... Tu parlais, je reviens à ça, est-ce que tu parlais de Mickey Hendrix qui te dit à regarder, et tu parles également des œuvres que tu faisais jamais en petit format, puis tu fais des grands formats. Est-ce que l'attrait pour le petit format ne serait pas non plus une façon d'inciter les gens à regarder, à observer En fait, mon travail actuel, si on ne regarde pas mon travail, on ne comprend pas le travail, parce qu'il y a chaque fois un message. Donc, ce sont des petites choses que je fais, mais il faut bien regarder.
Parce que quand on voit mon travail prime abord, on dirait, bon, ben, elle a déformé les gens. Oui. Je n'ai pas déformé les gens, je les dessinais tels quels. Mais ce sont les gens que la caméra a déformés. Et donc j'ai récupéré des anciens papiers qui étaient qu'on trouvait donc autour d'emballages d'anciennes petites pièces d'horlogerie. Et chaque papier porte un nom. Oui. Donc quand on regarde, on pourrait croire que les noms sur les papiers, ce sont les noms des gens. Mais j'ai trouvé les papiers avec un nom dessus. Et donc j'ai chaque fois choisi une photo où il y avait comme un certain rapprochement avec le nom qui était sur le petit papier. Et j'ai dessiné là-dessus. Donc il faut regarder, et quand on regarde, on dit mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le regard est important. Tout à fait. C'est également toi qui fais tes propres encadrements. Oui. C'est important dans ton travail. Je trouve que ça fait partie du travail. Oui. Donc je commence à... Je fais mes couleurs moi-même, mais je trouve que l'encadrement est aussi important que l'œuvre. Ça fait partie du travail. Ça prend beaucoup de temps à faire ça. Très bien. Alors en 1996, tu as également une collaboration qui s'installe avec Royal Bock. Oui, en fait, en 95, je suis allée tout à fait par hasard chez Royal Bock. Il y avait un atelier, on pouvait donc peindre sur des assiettes. Oui. Et ça m'a tellement plu que j'ai continué ce travail. Oui. J'ai pris les assiettes chez moi, puis je suis allée chez un artiste cantois. Et l'artiste m'a expliqué toutes les techniques d'une façon assez très très libre, pas selon pas selon les céramistes parce qu'ils sont toujours là. C'est ça, il n'y avait pas le mode d'emploi strict que tu devais suivre. Non, il m'a donné carte blanche. Carte blanche, donc il m'a appris énormément. Et puis en 95 j'ai fait toute une série d'assiettes, et en 96 également. Et c'est issu donc de l'assiette que j'ai trouvé en fait le projet pour l'étoile pour le concours d'Europe. D'accord. Parce qu'en fait j'étais allée en Afrique, et quand je suis revenue d'Afrique, donc la couleur a fortement changé dans mon travail. J'ai commencé à utiliser des couleurs très très flamboyantes. Et j'ai été fort impressionnée par certains animaux en Afrique. Oui. Et j'ai donc peint des oiseaux et des buffles, mais c'était chaque fois des animaux avec une certaine connotation humaine. Donc c'était des doubles personnages. Et pour le concours d'Europe, donc le Catalpa qui a gagné, c'est une sorte de tigre-chat qui change en homme. Et puis l'autre étoile qui a gagné, c'est Taurus. C'est un taureau, mais avec un visage humain. Chaque fois ajouté donc avec des symboles phalliques. D'accord. Mais ce sont ces assiettes qui m'ont... cette assiette ronde. Oui. Parce que normalement on travaille toujours sur un support rectangle ou carré. Là tout à coup tout était rond, donc il y avait une autre réflexion à faire. Il fallait aussi le travail direct. C'est une technique qui est tout à fait différente. Tu travailles alors avec des émaux en fait ou... Bien, pas tout à fait, parce que chez Royal Bock, ils travaillent donc avec des pigments donc, qui sont stables, qui cuisent entre 800 et 1200 degrés, et puis ils mettent un vernis. Et moi je travaille donc avec des pigments stables à la chaleur, qui est une matière très très belle, très mate, parce que les biscuits de Royal Bock sont blanches. Oui. Et ce sont des biscuits qui sont faits avec la terre de Limoges, pas avec la porcelaine de Limoges. Et puis donc ils mettent un vernis, et j'ai utilisé beaucoup de rouge dans les assiettes, et là c'était pas un pigment, là c'est un surémail que j'ai rajouté, qui est donc stable à la chaleur de 1000-1200 degrés. Et là c'était tout un travail avec donc la dame qui mettait les vernis sur les assiettes. Et puis de cette collaboration-là, on m'a proposé de réaliser donc un service qu'ils m'ont acheté. Malheureusement, donc, ça n'a jamais été commercialisé parce qu'ils ont fait une analyse du marché.
marché. Et les jeunes aimaient bien mon service. Et les gens aptes à acheter mon service, c'était les âgés. Eux n'aimaient pas le motif. Mais bon, ça a quand même été très agréable de travailler avec eux. Très bien. Et donc ces assiettes sont vraiment des créations à part entière, donc des pièces uniques. Et pour moi, c'est une pièce unique. Oui. C'est comme faire un tableau là, voilà, sur un support différent, avec des techniques différentes, oui, oui. Une réflexion différente. Oui. Très bien. On voit aussi les crayons sur mes assiettes. Parce oui. qu'il y a aussi ce sont des crayons spéciaux qui réagissent à la chaleur également. Et normalement, ce sont des crayons qu'on utilise pour ajuster les choses, mais moi je l'utilise tel quel je montre la matière. Je ne camoufle rien. Donc tu nous parles de toutes ces techniques. Tu vas nous montrer maintenant quelques démonstrations. Je veux bien, je peux vous montrer une détrempe parce que je trouve que c'est une matière tellement noble. Oui. L'œuf. D'accord. C'est beau. Allons-y. Voilà. Comme je travaille souvent à la détrempe, je vais vous montrer comment on peut faire une détrempe parce qu'il y a énormément de recettes et chacun fait ça un peu à sa façon. Donc détrempe, donc l'œuf et le liant, et puis la partie solide et le pigment. Donc on peut faire des détrempes à base de blanc d'œuf et à base de jaune d'œuf. Je vais vous montrer une à base de jaune d'œuf. Une détrempe, c'est une émulsion. Donc il faut sécher le jaune d'œuf. Donc il faut chaque fois enlever donc la matière qui se met dans la main, un chiffon sec. Pour enlever tout excédent de blanc d'œuf. Oui, et aussi pour pouvoir prendre le jaune d'œuf dans la main par après, entre les doigts, parce qu'il faudra enlever en fait le sac qui entoure le jaune d'œuf, pour ne pas avoir des irrégularités dans la détrempe. Note que parfois, moi je peins aussi avec ces impuretés. Alors toi tu pourras piquer avec une palette. Je prends l'œuf. Il faudra faire vite. Et tu piques. Ah, voilà, c'est déjà trop tard. Je savais pas comment il fallait piquer. Ouais. Voilà, j'ai le jaune d'œuf. Ah, c'est bon, il fallait pas piquer. De côté. Donc là, j'ai le jaune d'œuf. Donc le jaune pur, en fait. Le jaune pur. Ça ne va pas donner de couleur à la matière. C'est uniquement donc comme liant. Donc je rajoute quelques gouttes de l'huile de lin. J'utilise de l'huile de lin très très pure. C'est la même que Blox utilise pour faire ses peintures à l'huile. Et je rajoute. Donc j'aime bien utiliser des matériaux nobles, c'est de l'huile de lin de première qualité que Scaldis fabrique à Oudenaarde. Je fais ma mayonnaise. Puis je prends quelques gouttes d'acide acétique.
ça devient une vraie mayonnaise. Mhm. Et puis je rajoute de l'eau. Voilà, une fois qu'on a cette substance-là, on peut commencer à peindre. On prend un peu du liant, puis on prend du pigment. Je prends du bleu d'outre-mer. Puis je prends un pinceau, de l'eau. Et en fait, c'est là que je triche. Normalement, il faut mouiller son pigment. Mhm. Donc il faut le broyer pour que toutes les particules d'eau se mélangent, se mettent autour du pigment. Puis il faut mettre plat d'étrange. Moi je triche, voilà, et la couleur est là. Et c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est sec, ça donne une très très belle matité. C'est ça, ok. Donc on peut faire ça avec toutes les couleurs. Si on prend du rouge, il ne va pas devenir orange. Donc c'est une technique qui à l'origine a été élaborée par les primitifs flamands. Oui, et avant ça aussi. Oui. Et en fait, c'est chaque fois la même chose. Il y a chaque fois le pigment qu'on mélange avec un liant. Et moi, j'aime beaucoup la détrempe parce que je trouve que c'est si pur de matière. Et ces couleurs qui sont très stables alors? Oui, j'utilise des pigments stables que j'achète au Lyon ou bien quand je pars en vacances, j'essaie toujours de trouver des pigments. Ça se mélange comme des aquarelles ou... En fait, l'aquarelle est différente. Là, il y a mes aquarelles. En fait, ce sont toutes des aquarelles que j'ai faites moi-même. Oui. Et c'est du pigment et de la gomme arabique et un peu de miel. Mhm. Et là, je veux vraiment broyer donc avec ma molette. Mhm. Vous voyez les irrégularités Ah, dans oui. l'aquarelle. Je ne suis pas une industrie. Voilà. Donc, il y avait un peu trop d'eau dans le pigment. Donc, c'est dû à ça que l'aquarelle a des rétractions. Mhm. Mais ça ne change rien à la qualité. Voilà. Merci beaucoup pour cette démonstration. Voilà.